l'expression de son image est une manière de se sublimer et de s'affirmer. Plus qu'un assemblage de matières, de coupes ou de couleurs, le vêtement est une manière de s'exprimer et d'envoyer un message à la société. Encore faut-il envoyer le bon message, celui qui correspond à la personne que nous sommes au fond de nous. Avec ce e-book, vous pourrez commencer ce voyage pour enfin devenir cette personne que vous aspirez être. Laissez-vous guider avec bienveillance et boostez profondément votre confiance en vous. Bonne lecture! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le Focus Radio, votre émission du dimanche 15h30. Donc je suis Perle. Aujourd'hui avec Joël, on va recevoir une invitée d'exception. Comme à chaque fois, avec une thématique qui va beaucoup inspirer aussi, comme à chaque fois. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui malheureusement touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, qui poussent certains à revoir leur vie, à remettre un peu les choses, on va dire, à leur place. Et j'espère que vous pourrez trouver en tout cas les mots, l'impulsion pour pouvoir vous relever justement si jamais vous vivez cette problématique. On va parler du burn-out, voilà. C'est un sujet qui est malheureusement, comme je disais, très à la mode et qui préoccupe beaucoup de personnes. Et j'espère que vous pourrez justement réagir sur notre réseau social Communauté Focus. N'oubliez pas justement, qui nous permet d'avoir en live finalement des réactions. Et donc aujourd'hui nous allons parler donc du burn-out, j'ai déjà dit. Donc comment se relever après un burn-out. Donc Dominique Bemba, que Joël va présenter tout à l'heure, va pouvoir nous en parler un peu plus, comment elle a vécu cela, comment elle a pu rebondir et réussir à aller de l'avant et nous donner des astuces pour finalement rebondir et avoir une nouvelle vie professionnelle et pas que. Je suppose qu'au niveau personnel, il y a également des choses qui sont mises en place pour pouvoir aller de l'avant et surtout arriver à trouver du positif dans quelque chose qui peut être négatif à la base. Donc, je te laisse présenter notre invité du jour. Oui, bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Alors, on reçoit, comme tu l'as dit, Perle, Dominique Bemba. Dominique, c'est une femme qui est mariée, qui est maman de 2 adolescents. Elle est social media manager, community manager, rédactrice web. Et justement, elle a vécu donc cet épisode de burn-out. C'est quelque chose qui touche pas mal de gens qui sont très engagés. Et comment elle s'en est relevée. Et alors, on est très heureux de la recevoir. Bonjour Dominique. Bonjour Perle, bonjour Joël, bonjour aux éditeurs. Alors Dominique, est-ce que tu peux, s'il te plaît, moi je t'ai présenté succinctement, mais est-ce que tu peux te présenter plus largement, de sorte à ce que nos auditrices puissent prendre connaissance de ton parcours et justement ce qui t'a amené à parler de ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, Dominique Bemba, ça tu l'as dit, mariée tu l'as dit également, maman de 2 ados de 15 et 13 ans. Aujourd'hui, je suis social media manager, community manager, rédactrice web, comme tu as dit, mais ça n'a pas toujours été le cas. À la base, moi, je suis une bonne littéraire et j'ai toujours voulu faire de l'interprétariat, en fait, en anglais. J'ai eu un super prof qui a fait wow dans ma tête et je me suis dit, mais moi, un jour, je dois travailler en anglais. Je veux absolument être interprète aux Nations Unies, pourquoi pas, bref. Et donc, après mon bac littéraire, je me suis lancée dans une fac de LE anglais-espagnol et j'ai déchanté parce que c'était abstrait, parce que je ne savais pas où j'allais, parce que c'était vide. Je me retrouvais pas. Et donc, il a fallu retourner ma veste pour pas perdre tout ce que j'avais fait pour en arriver là. J'ai fait un BTS Action Commerciale qui était donc très large et qui me laissait le temps de voir venir. Je voulais voir venir en fait. Et je me dis en même temps, avec ça, je peux travailler partout. Donc, je perds pas de temps parce qu'il fallait vraiment que je travaille. Et après ce BTS, les portes se sont ouvertes dans le domaine du crédit revolving. À l'époque, ça recrutait énormément, donc j'ai travaillé un certain temps dans le crédit revolving. Et au bout de 7 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable de vivre, d'entendre tout ce que j'entendais comme témoignage, des histoires mais hyper particulières, des histoires de vie, parce qu'on parle de crédit revolving, mais ce sont vraiment des personnes qui s'engagent dedans sans savoir ce que c'est. Et je me suis dit, je veux pas entendre ce genre d'histoire toute la journée, ça me déprime.
en plus sur un 4x10, donc je travaillais du lundi au jeudi, 8h, 20h. Ça fait mal et c'était assez épuisant émotionnellement et physiquement. Du coup, je me suis mariée. Je me suis dit, bon allez, je fais une pause. J'ai fait un enfant. Je me suis dit, je reste avec mon enfant, 17 mois. Je serai maman et ensuite, je vais venir parce que je ne me suis jamais inquiétée sur la question du travail. J'ai toujours travaillé, donc je me suis dit, il y en a, et ben j'en aurai et je finirai par en trouver un. Et ça n'a pas tardé, je suis entrée dans les banques, chez une banque, mais dans la tranche assurance. Et j'ai travaillé là 5 ans, c'était passionnant. Je travaillais dans l'assurance automobile, habitation, garantie des accidents de la vie, calculer vos CRM quand vous avez le permis, quand vous avez fait des accidents, etc. C'est hyper passionnant. Seulement, c'était un milieu assez fermé parce que au moment où vous voulez évoluer, parce que moi, au bout de 2 ans, je m'ennuie. J'ai fait 5 ans. Quand vous voulez évoluer, il faut attendre qu'une place se libère et le temps est long parce que vous êtes extrêmement nombreux. Et puis c'était très très loin de chez moi, j'ai eu mon 2e enfant, ça devenait un peu pesant. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change. Donc j'ai refait mon CV, je me suis remise en selle. Et puis malheureusement, quand vous avez un CV où il y a écrit banque, bah, toutes les banques vous contactent. Et il n'y a que ça qui vous contacte. Et moi, je ne voulais absolument pas être dans le domaine bancaire. Je me disais, c'est vraiment pas pour moi, ça va pas me plaire du tout. Et au bout de 2 mois, ou 3 d'ailleurs, j'ai eu une offre dans une banque qui était très très intéressante, mais j'étais tellement réticente, j'ai fini par annuler l'offre. Et juste après, une banque internationale me contacte, même pas, non, j'ai postulé, et ils me rappellent très rapidement, ils m'appellent en entretien, et il se trouve que ils avaient vraiment besoin de recruter des personnes qui parlaient anglais. Et je suis passionnée, j'avais quand même ma petite année d'LEA. Et ils me disaient, sur votre CV, on voit que vous parlez anglais. Est-ce que ça vous dit de passer un test? Et si c'est le cas, vous aurez une prime en plus sur votre salaire. Je dis, à la bonne heure, je vais le faire. Et ça s'est très bien passé. Donc j'intègre la banque. On a 2 mois de formation parce que c'est assez intensif. Au départ, on vous dit, là, vous entrez, mais vous entrez au centre d'appel. Et moi, je ne voulais plus du tout faire de téléphone, mais je me dis, là, c'est différent, il y a de l'anglais, il y a potentiellement de l'international, donc je vais être challengée sur autre chose. Ça se passe très bien. Et j'intègre, en fait, l'équipe élite, on va dire, très rapidement, bien plus rapidement que ce qui est prévu normalement, parce qu'on vous dit, là, vous intégrez, c'est vrai que vous avez la compétence anglais, mais vous devez faire vos preuves sur du monsieur tout le monde, sur le tout public. Et le grand public, et donc voilà, moi il se trouve que j'intègre le centre d'appel et je vais directement dans l'équipe internationale où on me dit, ah oui, mais c'est pas parce qu'on te prend que tu vas aller prendre tout de suite tes appels en anglais, il va falloir que tu attendes et que tu fasses tes preuves. Je dis, ok, très bien. Et en fait, 2 jours plus tard, on me dit, non, mais là, on a vraiment besoin, tu veux bien prendre un appel en anglais? Je dis, oui. Et donc c'est lancé, je me mets en selle, je me donne à fond pendant 2 ans. Et ça se passe très bien, sauf qu'au bout de 2 ans, je commence à m'ennuyer. Je commence à me dire, il faut vraiment que je passe à autre chose. J'ai envie de nouveaux défis, j'ai envie de nouveaux challenges. Et là, sur le centre d'appel, je vais pas au fond des choses avec mes clients. Et moi, j'aime le service client, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai en moi et qui me rend heureuse en même temps que je travaille. Donc, je me dis, après tout, je suis déjà dans l'équipe internationale, je vais aller dans l'agence internationale. Mais cette agence-là a la particularité de ne pas avoir pignon sur rue. Donc, les clients, quand ils viennent en France, prennent rendez-vous. Vous les rencontrez dans une des agences du réseau, celle qui leur convient. Les conseillers notamment, parce que moi j'étais attachée commerciale au départ, et je me dis, je connais déjà la clientèle, je connais leurs problématiques, passer attachée commerciale pour eux, bon, pour moi ça ne peut être qu'une évolution, et l'idée justement c'est d'être conseillé. Dans cette agence-là, c'était au bout de 2 ans normalement, parce qu'on disait que c'est une année dans cette agence équivalait à 3 années dans le réseau classique. Je sais pas si vous imaginez. Ouais. J'intègre l'agence et il se trouve que c'est une agence, voilà, nous sommes 3 attachés commerciaux et là où dans le réseau physique classique habituel des banques, les conseillers avaient 800 clients par tête, chez nous les conseillers en avaient jusqu'à 2000. Parfois un peu plus. Et un attaché commercial, d'après les règles de cette banque-là, avait 3 conseillers. Sauf que là, on est sur une agence surdimensionnée. Et donc, ça n'est juste pas possible d'être au taquet tout le temps
dans la mesure où vous êtes sur de la clientèle haut de gamme, vous avez 48 heures de délai de réponse, vous avez des personnes hyper exigeantes qui ont donc des investissements ou de la villégiature en France et qui veulent tout pour tout de suite. Donc au départ, on me dit, bah écoute, tu sais, c'est un challenge, ça va être difficile, hein, on me le dit, ça va être difficile, mais tu vois, il y en a qui l'ont fait avant, ils y sont arrivés, aujourd'hui ils sont conseillers, d'autres sont encore attachés commerciaux, ça va le faire. Donc la première année, même la deuxième, sont extrêmement difficiles parce que c'est vrai qu'on a une formation, mais il y a vraiment un fossé entre la formation et les réalités du métier, parce que les réalités de ces personnes-là, comme de toute personne, mais peut-être plus particulièrement cette clientèle-là qui a des besoins spécifiques et qui est habituée à un certain niveau de qualité de service, c'est très particulier en fait comme idée. Donc pendant les 2 premières années, je souffre énormément parce que j'apprends beaucoup sur le tas et beaucoup dans la douleur. Je découvre que ce que je voyais de l'extérieur est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est un environnement particulier parce que tout le monde est un peu en compétition. Alors, les attachés commerciaux sont en compétition et moi, j'avais pas très bien compris ça. Et les conseillers étaient en compétition. Et en fait, le temps que je réalise ça, j'avais déjà pris énormément de coups. Mais à chaque fois, je me relève. Et un jour, 6 mois plus tard, 6 ou 8 mois après mon arrivée dans l'agence, il y a une ancienne collègue du centre d'appel qui me contacte et qui me dit, écoute, je veux venir dans ton agence. Et moi, je lui dis, ne viens pas. Elle me dit, mais si, je vais prendre une super expérience. Et je lui dis, tu sais, c'est extrêmement difficile. Tout le monde va te dire que c'est beau, c'est vrai, mais c'est vraiment difficile. Et elle ne me croit pas. Elle arrive et en 1 semaine, elle fait de la tachycardie, elle est en arrêt maladie et tout le monde dit ouais mais c'est une paresseuse, elle ne fait rien, etc., etc. Bon, évidemment, elle faisait un peu moins parce que je pense qu'elle n'avait vraiment pas mesuré ce qui l'attendait. Et elle part. Et là, je commence déjà à me poser des questions. Je commence à me dire quand même, est-ce que le travail est censé nous mettre dans cet état-là? Et bon an mal an, je sais pas, on avance en fait et je vois des collègues partir. Des collègues font des abandons de poste, certains partent avant la fin de leur période d'essai, de très bons éléments. Et un jour, un de mes collègues très jeune, parce que j'ai 39 ans à l'époque, j'en avais, je crois, 32, et lui, il en avait 27. Il me dit, mais tu sais, Dominique, je sais pas ce que tu fais là, tu vaux beaucoup mieux que ça. Je sais que tu t'arraches pour être conseiller conseiller international, mais tu sais, en réalité, on n'est pas si bien payé que ça, d'une. Et de 2, tu vas te rendre compte que tu as très très peu de pouvoir. Tu as très très peu de pouvoir de décision. Tu vas passer ton temps à demander des accords, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et moi, je me dis à ce moment-là, ça fait 2 ans que je suis là, je me dis, mais il est bien gentil, lui, il a 27 ans, il a une carrière au Luxembourg. Moi, je suis là, j'ai déjà donné, j'ai charbonné pour prouver que j'en valais la peine, mais je vais pas partir comme ça. Sinon, j'ai tout perdu. Et donc, je reste. On déménage nos bureaux et on change de manager. Et là, c'est la descente aux enfers. Parce que le nouveau management est différent. Il estime que il ne comprend pas pourquoi je vais évoluer et il me dit, moi j'ai eu des assistantes qui ont été 20 ans assistantes, elles étaient heureuses, je vois pas pourquoi tu veux évoluer. Je dis c'est leur problème. Original, hein. C'est leur problème. Chacune de nous a ses aspirations. Les miennes en prenant ce poste, c'était de passer sur un poste de conseiller international parce que je peux apprendre. Ah mais tu n'as pas de connaissances dans ci, tu n'as pas de connaissances dans ça. Et ensuite il me dit mais passe un BTS. Je lui dis pas question. J'ai déjà un BTS et quand tes conseillers arrivent, une partie de la formation c'est moi qui la leur fait. Donc ils ne me demandent pas d'en faire un BTS. Forme-moi, donne-moi du temps. Et non, et de toutes les façons, il se trouve que je n'ai plus le temps. On n'a littéralement pas le temps parce que on a toujours tout à faire pour il y a 2 semaines. On arrive le lundi, on a 400 emails dans sa boîte mail perso et on a, en tant qu'assistant, on a 4 canaux. Donc sur chaque canal, on va à pas moins de 200 demandes, pas moins de 200 emails, des demandes qui viennent de tous les pays du monde parce que c'est une banque internationale et il se trouve que sur mon poste, j'étais attachée commerciale pour les conseillers, je faisais un petit peu de comptabilité pour l'agence, je faisais aussi le relais avec les autres agences dans le monde et elles avaient la manie d'appeler systématiquement les assistants parce que les conseillers ne décrochaient pas évidemment et la direction non plus. Donc, on pouvait recevoir des demandes au téléphone, du centre d'appel, par
par mail, et quand un client écrit, au bout de 48 heures, il n'a pas de réponse, il réécrit. Ce qui veut dire que les demandes se succèdent, et à un moment donné, je me rends compte que, je ne me rends pas compte, mais je ne dors plus beaucoup. Je rêve du travail, je me couche en pensant à des numéros de dossier, et le summum, c'est quand je commence à faire des plaques. Je somatise et je gonfle en fait au niveau de mon cou, de mes bras, et un jour j'arrive au travail épuisée et je dis à mon chef, ça va pas du tout, je vais pas bien. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vois que t'as un bandage autour du bras. Je dis, oui, j'ai gonflé et donc j'ai fait un pansement à l'alcool. Il me dit, mais t'as des araignées chez toi? Et je lui dis, comment ça j'ai des araignées chez moi? Il me dit, mais t'as des araignées chez toi parce que, écoute, je comprends pas, je vois pas où est le problème. Et bon, moi je percute pas du tout. Et je le refais 2-3 fois. Ensuite, je me retrouve devant mon écran et en fait, je vois l'écran noir. Blackout total. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Les clients m'écrivent et je ne comprends plus. En fait, je dois relire. Je me rends compte que je me mets à relire 3, 4, 5 fois les emails pour les comprendre. Je deviens cynique. Et c'est pas du tout dans la nature. Je suis quelqu'un d'assez enjoué et je suis de nature. En fait, je suis d'un tempérament assez égal. Ouais. J'ai quasiment tout le temps le sourire. En tout cas, quand je suis au travail, j'essaye à la maison, mais c'est pas pareil. Mais quand je suis au travail, franchement, j'estime que je n'ai pas à faire subir aux autres mes humeurs. Quand je suis contrariée, c'est que je suis contrariée pour un sujet et je le dis. C'est vraiment comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et un jour, un collègue me dit, mais tu sais, je sais très bien que ce qu'on te fait, ce n'est pas bien, mais je ne dirai rien parce que tu sais, chacun sa pomme. Donc tu te débrouilles dans ton trou, ce que tu veux. Mais moi, je ne dirai rien, mais je suis parfaitement conscient de ce qu'on te fait. Vous savez qu'à un moment donné, quand j'ai pris mon poste, des collègues ils avaient monté un dossier gros comme ça sur les erreurs que j'avais pu faire. Sauf que j'avais pris le poste, j'étais nouvelle et j'apprenais sur le tas. Donc X te dit fais ci, Y te dit fais ça, et quand le boss arrive, il n'y a plus personne et toi t'es là, tu comprends pas ce qui se passe. Mais vraiment, le summum, c'est après une énième discussion parce qu'il y avait énormément de disputes, parce que chacun voulait montrer qu'il était à la hauteur. Il fallait surtout pas se laisser marcher dessus. Et t'arrivais à l'agence, j'avais mal au ventre en arrivant. Je ne savais jamais à quelle sauce j'allais être mangée, parce qu'évidemment, quand il y a un problème, plus personne n'est responsable de rien. Il faut qu'on trouve le moyen de renvoyer le bébé à quelqu'un d'autre. Et en fait, on jouait à la patate chaude. Si je t'envoie une patate chaude, tu vas tout faire pour la lâcher. Mais il faut surtout pas qu'elle tombe, parce que si elle tombe, ça retombera sur toi. Donc, on va la renvoyer à quelqu'un d'autre et il faut qu'il la récupère, tu vois. Il faut qu'il la récupère. Et c'est un cercle vicieux dans lequel j'ai fonctionné pendant 4 ans, jusqu'au jour où il y a eu une dispute. Et là, je me suis dit, j'étais dans le bureau de mon boss, il m'a dit, écoute, de toutes les façons, les conseillers se plaignent de toi, ou les assistants, vous bossez pas assez, et si t'arrive quelque chose, et ils te mettent un grand coup de pied, moi, je dirais rien, c'est tant pis pour toi. Et là, j'ai eu une envie folle d'arracher l'écran de mon ordinateur et de lui cogner ça sur la tête et de le pousser à l'extérieur des bâtiments. Mais c'était vraiment plus fort que moi. Et heureusement, c'était un court instant. Et je me suis dit, là, je nage en plein délire. Et je suis sortie en claquant la porte. Je suis allée à l'extérieur de nos bureaux, parce qu'il faut savoir qu'il y avait tellement de travail qu'il m'est arrivé d'arriver au travail à 7h du matin et d'en partir à 22h pour essayer de rattraper et demander est-ce que je peux revenir le samedi, en me disant je vais essayer d'avancer, sauf que non, tout le monde t'écrit même le dimanche, et donc tu vois, ça, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel j'étais. Et après cette expérience, en fait, j'ai appelé mon mari quand je suis sortie, je lui ai dit je vais démissionner, je n'en peux plus. Il me dit mais ne fais pas ça. Ne démissionne pas, va à la médecine du travail. Et moi, j'ai le souvenir de collègues qui sont allés à la médecine du travail et qui sont revenus, mais malheureux, plus bas que terre, qui n'avaient pas gain de cause. Et je me suis dit, je n'irai pas là-bas. Parce qu'aller là-bas, c'est sortir dans le même état que les autres. Et c'est quelque part, ils auront gagné. Et j'appelle mon médecin parce que j'en avais déjà parlé. Elle me dit, écoute, va à la médecine du travail. Je lui dis, mais il est hors de question. Je lui dis, je tiendrai l'après-midi. Je m'en fiche, je tiendrai l'après-midi. Je terminerai ma journée et je partirai la tête haute. Et après, on verra avec le médecin. Et donc, je termine ma journée tant bien que mal. Et quand je pars ce jour-là,
Et je me dis, mais il l'a échappé belle, ce monsieur, parce que j'aurais vraiment pu en finir avec lui. Et quand je suis allée voir mon médecin le lendemain, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais ok, 2 semaines d'arrêt. 2 semaines. Et les 2 semaines sont devenues 2 ans, 2 ans et demi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment fait, je le fais de façon succincte. Juste avant ça, j'avais vu le médecin que je voyais depuis déjà longtemps avant. Et ce médecin-là m'a dit, écoutez, Madame Mbemba, il y a la sécurité sociale qui est là. Hein, moi, je vous arrête un jour. Sauf que je m'étais difficilement levée de mon lit ce matin-là. Et je repars le voir le lendemain. Je dis, écoutez, je vais pas bien, j'y arrive pas. Et j'avais du mal à sortir de mon lit. Et c'est quand j'ai revu un autre médecin que ce médecin-là qui était très au fait justement de la question du burn-out. Elle m'a regardé dans les yeux, elle me dit, mais pour aider une personne qui est dans le burn-out, il faut la sortir de son milieu. En tout cas au départ. Il faut l'extirper de ce milieu-là. Et c'est ce qu'elle a fait et je la remercie. Elle m'a sauvé la vie, cette femme. Je sais qu'elle nous entend, je l'embrasse. Et vous avez comme ça des anges en fait que vous rencontrez en cours de route. Et vous les connaissez pas forcément bien, mais ces personnes-là, elles vont comprendre ce que vous traversez. Elles vont avoir le mot juste et elles vont pouvoir lire en vous. Et à vous de vous laisser, pas de vous laisser faire, mais vous sentez tellement bien que vous sentez que vous pouvez leur faire confiance. Et c'est l'effet que ce médecin m'a fait. Donc elle m'a arrêté 2 semaines. Et le premier jour où j'ai été arrêtée, j'ai envoyé un message à mon chef. Non, même pas le jour où je ne suis pas allée au travail pour aller voir le médecin. Je lui ai dit, écoute, je vais faire un SMS par courtoisie. Et c'est ce qu'on faisait toujours, en fait. Donc, je lui ai dit, écoute, je ne viendrai pas. Je ne me sens pas bien. Je vais consulter. Il ne m'a pas répondu. Et ce jour-là, il n'était pas en agence. Donc, il n'a pas dit à mes collègues que je ne venais pas. Et ils se sont mis à jaser sur moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 11h, je reçois un appel d'un collègue dont j'étais l'assistante et que je connaissais très bien. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il est 11h. Je dis, mais comment ça, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon médecin. Il me dit, mais depuis ce matin, on te casse du sucre sur le dos. Je dis, moi j'ai prévenu le boss. Et le boss n'avait pas prévenu l'agence. Et donc, encore une fois, je passais pour une incompétente ou pour je ne sais trop quoi. Donc, le lendemain, je lui annonce que je suis arrêtée pour 15 jours. Et là, il me répond, il me dit, quoi? 15 jours? Mais qui va faire le boulot? Et là, je me suis dit, ah, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je suis rentrée en fait, c'est comme si, à partir du moment où on m'avait arrêtée, il y a eu une espèce de pression qui est redescendue, mais toute cette fatigue que j'avais accumulée, elle s'est vraiment manifestée. Et j'ai commencé à dormir des heures. Je dormais des heures. Le matin, les enfants partaient à l'école, ils étaient au primaire à l'époque. Ouais. Il y en a une qui était au collège, l'autre au primaire. Je les voyais même pas le matin. Ils revenaient et c'est à 16h que j'émergeais. J'étais en mode légume. J'étais plus moi-même et j'étais vide. J'étais vide, j'avais de grands moments de vide, une grosse fatigue, du mal à me concentrer, du mal parfois à comprendre les choses simples que je comprenais. Et ça a duré comme ça 2 ans, parce qu'il faut savoir que le burn-out n'est toujours pas reconnu comme une maladie professionnelle. La sécurité sociale, on sait qu'elle existe. La sécurité sociale, c'est par exemple que dans le domaine des banques, on le sait, il y a énormément de burn-out et ça touche toutes les strates, tous les niveaux. Vous avez des directeurs. Moi, je suis un directeur qui est parti, dont on m'a parlé, et il est parti en arrêt en arrivant un matin en disant, bon, j'ai fait une prise de sang, j'ai un burn-out. Alors, j'offre le champagne à tout le monde ce soir. Je suis en arrêt pendant 2 mois. Donc, je ne sais pas très bien s'il était en arrêt, mais je sais que ce directeur-là, il était déprimé. Je le sais pertinemment. Et il est parti en arrêt, mais il y en a énormément qui sont partis dans ces conditions-là. Et la sécurité sociale, le sait, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est désespérant. Donc, merci. Merci Dominique pour pour ce récit. On sent beaucoup d'émotions effectivement de ce que tu as vécu et aussi beaucoup de force, hein, quoi qu'on en dise, parce que avoir tenu 4 ans, 4 longues années dans ces conditions. Moi, ma première question, c'est vraiment de me demander comment as-tu fait? Est-ce que au-delà du salaire, au-delà de l'environnement, parce que je pense que être dans une banque, il y a un côté valorisant, parce que se dire, côté international, je me permets de tutoyer, enfin, tu as dit assez clairement qu'il y avait un côté valorisant, en anglais, tout ça, mais comment as-tu fait pour tenir 4 longues années dans ces conditions-là? Il y avait quelque chose en plus qui te motivait, ou tu étais vraiment dans le guidon, en mode automatique, en te disant, je ne lâche rien parce que je ne veux rien lâcher? Au début, j'étais dans le guidon. Parce que comme tu l'as dit, il y a un côté hyper valorisant. J'ai dit que c'était une banque internationale. À
à un moment, j'avais aussi eu beaucoup de victoires en fait au départ. Quand j'étais au centre d'appel, j'avais de très bonnes notations. J'avais une excellente manager à qui je m'entendais bien. Et elle me l'a bien rendu d'une certaine manière. J'ai même fait le message, tu sais, le message de la clientèle internationale, tu sais, la voix off. On est venu me chercher pour le faire. J'ai représenté mon service dans des événements. Donc il y avait vraiment, ça a été progressif parce qu'au départ il y avait vraiment ce retour valorisant, ce côté on est l'élite, etc. Et quelque part j'estimais que l'entreprise m'avait fait une place et donc j'avais envie de tout donner. Et je voyais aussi d'autres, j'étais pas la seule à trouver que c'était dur pour tout le monde en fait. Mais quand tu vois d'autres qui y arrivent, tu te dis bah il y a pas de raison que je n'y arrive pas. Si tu n'y arrives pas toi, tu te remets toi en question et tu commences à te dire mais je suis pas à la hauteur. Ou alors je vais pas montrer que je suis paresseuse et j'ai déjà fait tout ça. Ils y sont arrivés, ils sont conseillers aujourd'hui, ils sont sous-directeurs, ils sont directeurs. Et là tu te dis non mais il faut vraiment que je tienne. En fait c'est une question de, je sais pas moi, ils y arrivent donc je vais y arriver. Donc au départ c'est ça. Et puis ensuite quand j'ai vraiment commencé à être cynique, à me transformer, parce que c'est ça le pire, c'est que je me suis vue me transformer. Et je me suis dit mais Dominique, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? C'était juste pas moi. Et là, tu vois, c'est devenu autre chose. C'est devenu comme une revanche. Et c'est horrible, c'est pas mieux. En fait, j'étais en mode, non, mais vous voulez me détruire, ça va pas le faire. Vous n'y arriverez pas, je vais tenir le coup. Sauf que mon corps n'a pas suivi, j'ai explosé en plein vol. Tu vois? On n'a pas suivi du tout. T'as forcément eu du coup des petits signaux. Tu l'as dit, des signaux d'alerte dans ta vie privée. T'es arrivé parce que je sais que j'ai un peu dit au début d'émission, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un terme entre guillemets à la mode parce qu'il y en a même qui valorisent ce côté de faire un burn-out, de dire j'ai un poste important, j'ai un boulot important, j'ai tellement de choses à faire de mes journées qu'en fait je suis à la limite de burn-out comme si c'était normal. C'est-à-dire on a normalisé le fait d'être surbooké, d'avoir un emploi de temps de ministre, même aux échelles les plus bas, sans être péjoratif, sans être voilà. Mais c'est vraiment un côté. Moi, je me souviens, il y a pas très longtemps, à mon travail, on parlait d'une personne qui avait l'équivalent de mon poste, qui a fait un burn-out, qui est partie vraiment, qui a tapé la porte vraiment d'une manière du jour au lendemain. Et puis j'ai une personne de ma direction qui a dit ah, telle personne, elle travaille plus que vous. Alors j'ai regardé, je me suis dit mais c'est quoi cette question? Et donc, comme si c'était pas normal que elle soit en burn-out et moi je suis encore là ou l'inverse. Voilà, on a normalisé le fait d'être down quoi en fait, ce qui n'est pas le cas. Donc tu as eu des signes. Est-ce que dans ta vie privée, il y a eu des choses qui se sont, mais je suppose que tu l'as dit un peu pour les week-ends, mais est-ce qu'il y avait autre chose qui a fait que il y avait comme des signaux où des gens t'ont dit peut-être attention là, c'est compliqué? Absolument. En fait, je dis que j'ai la grâce d'être extrêmement bien entourée parce que les gens me l'ont dit et ils n'ont pas arrêté. Ils l'ont dit une fois, j'ai entendu, je me suis dit oui, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ils se rendent pas compte là que je joue ma réputation et donc je n'ai pas écouté du tout. J'étais beaucoup plus agressive à la maison, beaucoup moins disponible pour les enfants. Et même pour mon conjoint. C'est que quand j'arrivais, j'étais surchargée mentalement. Et il y avait un truc que j'avais mis en place quand mes enfants étaient jeunes. C'était quand maman arrive, vous m'accordez 15 minutes, me sautez pas dessus, accordez 15 minutes à maman, qu'elle se remette de ses émotions et qu'elle dépose son boulot à la porte. Et ensuite, elle est pleinement à vous. Donc ça, je faisais avant. Mais là, les 15 minutes ne suffisaient plus. Elles ne suffisaient plus. Les journées n'étaient pas assez longues. Et donc forcément, comme j'avais donné énormément d'énergie, tu vois, j'avais laissé ma personne au boulot. Et quand j'arrivais à la maison, j'étais lessivée. J'étais extrêmement fatiguée et donc très sur les nerfs. Très, très, très tendue. Moins disposée pour les devoirs, moins disposée pour la détente. Tout le temps en train de penser au travail. Et ça a été... ça m'amène pas, tu vois. Et c'est ça qui est vicieux. C'est que je ne me suis pas vue couler. Je ne me suis absolument pas vue couler et je n'ai pas écouté. Mais heureusement, ils n'ont pas arrêté de me le dire. Ils n'ont absolument pas arrêté de le dire. Et une des choses qui a fait que j'ai une espèce de lâcher prise, c'est que je l'avais beaucoup entendu. On m'a beaucoup répété, c'est anormal ce que tu fais. Tu n'es même pas cadre, tu ne devrais même pas faire toutes ces heures sup qui ne sont même pas toutes payées. et à force de me le dire, ça fait son petit bout de chemin, mais ça n'a eu d'écho en moi que quand j'ai été arrêtée. Tu vois ?
c'est quand j'ai été arrêtée, et comme je disais, j'étais extrêmement bien entourée, parce que c'est aussi ça, si vous tombez sur un médecin ou sur du personnel ou des professionnels qui ne connaissent pas ce phénomène, ils auront du mal à vous comprendre en fait. Ils auront du mal à vous comprendre, ils ne vous prendront pas au sérieux, et des fois ils penseront même que vous le prétendez, parce que c'est ça l'idée. L'idée en fait en agence c'était, elle est partie, ça va pour elle, ça va, le chômage, elle vise le chômage, ou elle veut profiter c'était vraiment perçu comme ça. Et en fait cette hantise là, moi elle me poursuivait, et c'est aussi pour ça que je me suis pas du tout posé de questions, j'ai pas pensé à voir un médecin au départ. Je me suis dit non, mais je veux surtout pas qu'on pense que je suis une paresseuse. Je ne suis pas une paresseuse, j'ai toujours travaillé et je me donne à fond. Mais pourquoi ça marche pas? Tu vois? Et c'est super important d'avoir un entourage qui ne baisse pas les bras pour vous. Moi, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir un entourage qui ne baissait pas les bras pour moi. Et ça m'a sauvée, d'avoir et l'entourage et le médecin. Et très rapidement, elle m'a orientée vers un psychologue. Et au départ, je voulais pas. Je lui disais, mais écoute, les psychologues, c'est pour les personnes qui ont des problèmes mentaux. Moi, je vais bien. Et je ne savais pas c'était quoi un psychologue. Jusqu'à ce que je me retrouve en face de cette dame hyper bienveillante qui m'a vraiment accompagnée dans l'acceptation de la situation. Parce que je ne pouvais pas lutter quand on ne peut pas résoudre un non-problème. Pour le résoudre, il fallait que j'accepte que j'affronte le truc et que j'accepte que c'était un problème. Et à partir du moment où j'ai accepté que c'était un problème, il y a, tu vois, beaucoup de, je dirais que les écailles sont tombées de mes yeux. J'ai réalisé à quel point ce que je faisais n'était pas normal. Ni mes conditions de travail, ni le temps que j'y consacrais, parce qu'il faut savoir que j'ai essayé de partir en formation, j'ai voulu faire un tangessif, et mon boss m'a dit non mais moi je te l'accorderai pas, parce que si tu pars, on aura, voilà, il nous restera une assistante, ça va pas le faire du tout. Qui va faire le boulot? Et tu vois, ça a été un coup de massue pour moi. Mais j'aime dire que le burn-out, en fait, c'était une extraordinaire opportunité de remettre les choses à leur place. C'est une extraordinaire opportunité de me poser les bonnes questions, en fait. Et c'est pour ça que je suis contente d'être avec vous, parce que je me dis que s'il y a des gens qui entendent et qui voient des signes et qui ne savent pas que ce sont des signes ou qui ne comprennent pas, mais posez-vous des questions, vous ne vous reposez plus, vous êtes toujours trop fatigué, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vos yeux clignotent, vos paupières clignotent sans arrêt, vous avez l'écran noir en face de vous, vous avez du mal à comprendre même les choses simples, vous êtes cynique. Allez voir un médecin, faites une pause et demandez-vous si ça en vaut vraiment la peine. Parce que ça, il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui n'ont personne à qui parler, ils dépriment, ils se mettent à boire ou à faire je ne sais trop quoi. Moi, j'ai de la chance d'être très bien entourée et j'ai la chance de ne pas être arrivée à ce moment fatidique où tu te demandes si tu vas te suicider ou pas. Et il y a une parole, moi, de ma mère qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit, tu sais, cette entreprise, si tu la quittes, elle va continuer à fonctionner, elle va continuer à faire du profit, elle aura toujours cette réputation, cette notoriété qu'elle s'est bâtie. Mais tes enfants, si tu meurs, ils n'auront plus de mère. Ouais. On ne remplacera pas, en fait. Et ça, mais ça a sonné en moi comme c'est comme un gang, en fait. C'est juste le gang qu'il fallait. Mais ce gang-là, je ne pouvais pas l'entendre tant que j'étais dans l'entreprise. Parce que j'étais trop dans cette espèce de tiraillement, mais alors que j'étais en tiraillement avec mes valeurs personnelles, en fait. Et ça aussi, c'est un signal qu'on doit écouter. Est-ce que ce qu'on fait est en accord avec ses valeurs, est en accord avec ce qu'on est de façon intrinsèque? Je sais pas si c'est très 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 clair effectivement, parce qu'il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement qui s'opère, et puis je pense que c'est ça aussi peut-être qui a fait ton changement de personnalité, où t'es devenu un peu, en fait, t'as rejoint un peu les valeurs de l'entreprise, entre guillemets. Et avant justement de passer à ta renaissance, justement à tout ce que ça t'a enseigné et justement ce que tu es devenu après, moi ça me fait penser aussi à un phénomène d'emprise. Alors est-ce que dans ce que tu décris, effectivement, tu as donné les signes pour nos auditrices, justement les signes pour avant-coureurs, enfin de voir que voilà, là c'est un burn-out si tu fais ça, mais il y a tout on dirait une sorte de filet, une toile qui s'est tissée comme ça autour de toi. Et est-ce que selon toi, alors ça c'est vraiment toi qui es dans l'entreprise, mais
est-ce que le système qui est mis en place dans l'entreprise, et puis on le revoit aussi souvent, j'ai vu dans les histoires de traders, les traders souvent, c'est pour la banque et la finance de toute façon. Et est-ce que pour toi c'est un système qui est conscient? Tu vois, un système un peu de pervers narcissique dans les couples, c'est-à-dire au début une survalorisation, beaucoup de récompenses, et puis ensuite on tombe dans un truc de dévalorisation, et t'as la victime un peu qui court après le fait de retrouver la valorisation qu'elle avait connue avant. Tu sais, au moment où t'as son chéri qui lui faisait des compliments, t'es la plus belle et tout, et elle comprend pas pourquoi maintenant elle est plus la plus belle. Tu vois, et elle court et elle court et elle en fait plus et plus, mais ça vient jamais. Est-ce que pour toi c'est un système qui est juste là comme ça, ou c'est quelque chose qu'ils ont pensé selon toi? Je pense qu'il y a une partie qui est pensée et une partie qui ne l'est pas. En fait, ce que j'ai constaté, et c'est pas vrai que là, mais c'est particulièrement vrai dans ces milieux financiers-là, c'est que, tu vois, il faut être dans les bonnes grâces du management. Faut être dans le, je sais pas, faut être dans le crew, faut être dans la bande, en fait. À partir du moment où tu manifestes ta singularité, tu t'exposes à l'exclusion. Et le fait, pourquoi tu veux être dans la bande, pourquoi tu veux être bien avec tes managers, etc., c'est parce que tu te dis qu'ils ont ton avenir entre leurs mains. Il y a aussi parfois pour certains managers qui sont aussi des leaders, donc ce sont des personnes qui ont de belles carrières, une forte personnalité, et quelque part elles vous inspirent un peu, et vous rêvez de ça, vous voulez être eux entre guillemets, bien sûr. Sauf que vous êtes trop nombreux pour être eux. Déjà, la place est prise. Et puis, de toutes les façons, s'il y a des personnes qui doivent monter, ils vont faire un choix. Toute la question, c'est d'être the choice. Il faut être the one. Et à partir c'est vraiment inconscient. Et je trouve que Joël, tu l'as superbement dit. On court après une valorisation qu'on a eue avant. Et on est constamment en train de vouloir prouver qu'on en vaut la peine. Et les managers s'en amusent. Il y a des managers, pas tous, mais il y a des managers qui s'en amusent. C'est ride or die, comme on dit. C'est bouffer ou être bouffé tout cru. Et c'est pour ça qu'on arrive au travail la boule au ventre, parce qu'on sait très bien qu'on va nous faire des croche-pattes pour tout. Mais je te prends un exemple tout simple. Moi, j'avais une collègue assistante qui est arrivée plusieurs années après moi, que j'ai formée au départ, qui m'a dit un jour, mais tu m'énerves, tu me prends la tête. Dominique par-ci, Dominique par-là, parce que comme j'étais la plus ancienne assistante à un moment donné, donc je formais également les stagiaires, les CDD, tu vois, ceux qui venaient pour des moments, des contrats, voilà. Et je formais aussi un petit peu, les assistants formaient aussi les nouveaux conseillers sur les outils de la boîte, voilà. Et moi, j'avais de très bons retours de la part des personnes que je formais. J'avais de très bons retours parce que j'avais un bon relationnel avec eux, tout simplement. Et elle me dit, et elle attend le moment où il y a mon N+2 pour me le dire. Elle aurait pu me le dire depuis plus longtemps, mais elle attend que le N+2 soit à côté pour me faire des reproches. Il fallait que ce soit à ce moment-là parce que quand elle fait ça, elle se sent valorisée. Elle se sent valorisée, mais elle est aussi valorisée parce que le management l'accepte. Le management l'accepte et se dit, oui, c'est ça. Si tu veux évoluer, si tu veux te faire remarquer, c'est ça qu'il faut faire. Parce que un de mes managers m'a dit, voilà, tu vois ce qu'elle fait là, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour cela que c'est important de garder toujours un peu de distance et d'avoir toujours l'esprit ouvert finalement. Je me dis que le truc c'est que quand on est dans un poste depuis très longtemps, ou dans un métier ou dans une entreprise, on se pose de moins en moins de questions sur ce qu'on veut vraiment. Avec le temps, on est tellement dans le guidon. C'est vrai. Et en fait, quand j'ai fait un bilan de compétences au bout de 2 ans d'arrêt, et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je me dis qu'au bout de 7 ans, par exemple, on devrait tous faire des bilans de compétences et se demander si on est bien dans ce qu'on fait, si on est toujours au même point qu'avant et où on veut aller. Ça évite d'en arriver là. Moi, ça faisait longtemps que j'étais là, ça faisait longtemps que je pagayais pour en arriver à un objectif que je voyais s'éloigner avec le temps. Et je me posais plus la question de savoir, est-ce que tu as vraiment envie de ça? Est-ce que ça en vaut la peine? Et quand tu vois ce qu'ils font, est-ce que toi, tu te vois faire ça? Franchement,
Est-ce que tu vas t'épanouir? Je te donne un exemple. J'avais un collègue qui était donc assistant quand je suis arrivée et 3 mois, un an plus tard, il a été promu donc à ce fameux poste qu'on voulait tous, hein, le Graal. Et il a été promu, je crois, en juillet ou en août. Je suis partie en congé d'été. Quand je suis revenue, il avait 3 ou 4 gros trous dans sa tête. Il avait fait une pelade de stress. Ah oui. Vraiment de gros trous comme ça, tu vois. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il fumait beaucoup, hein. Il me dit, ah, bah, tu sais, il me répond avec sa cigarette, j'ai dit, c'est le boulot, c'est chaud, c'est chaud. Et j'ai commencé à me dire, mais, alors, le travail est fait pour l'homme et pas le contraire. J'estime que le travail, il est censé nous aider à nous épanouir, en fait. Dans ce que je fais, quand je m'épanouis, mes enfants le voient et je les inspire. J'espère, en tout cas, je travaille pour ça. Dans ce que je fais, quand je suis épanouie, je suis productive. Et donc, je suis plus utile pour mon entreprise que quand je perds du temps à me chamailler avec des collègues qui, tous les matins, arrivent. En fait, on tombe dans le ridicule. Vous arrivez le matin à 8h, vous avez des collègues qui font des remarques juste pour être vus. Et ça va du stylo au dossier d'un client sur lequel vous avez oublié d'apposer une signature, ce qui prendrait 2 secondes de dire à son collègue, mais tu sais, tu as oublié d'apposer une signature, tu peux mettre ta signature s'il te plaît. C'est tellement plus agréable de prendre un haut-parleur et faire tout un speech pour quelque chose qui est simple, parce que finalement, quand l'agence, quand l'entreprise, tout le monde travaille, chacun dans son poste, mais à faire son job, ça fait une chaîne. Et on devient plus efficace, en fait. On devient plus efficace. Et il y a cette espèce de valeur humaine qu'on ne retrouve plus beaucoup dans le monde du travail et surtout dans certains milieux professionnels, dont la banque à mon sens. L'humain est, je sais pas, mais la valeur d'une entreprise, la première ressource d'une entreprise, ce sont les gens. Ce sont les gens. Ce sont les gens, tu vois. Tu l'as complètement dit. Et avant que, parce que l'heure avant, c'est tellement, c'est tellement, non mais ton expérience, elle est tellement folle en même temps et surtout que moi j'ai fait un petit burn-out, hein, mais toi t'es vraiment parti loin et donc c'est assez intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, alors justement, t'as fait 2 ans d'arrêt si j'ai bien compris. Au total, ah ouais, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui a jailli en toi? J'ai envie de dire presque comme une source un peu bienfaisante et de renouvellement. Qu'est-ce qui a jailli en toi au cours de cet arrêt? Qu'est-ce qui a émergé? Maintenant, tu es social media manager, donc qu'est-ce qui a émergé? Qu'est-ce que t'en as fait de tout ça en fait? Ben, en fait, ce qui est formidable, c'est que j'ai commencé à bloguer complètement par hasard parce que j'ai participé à un concours d'écriture et que la personne qui l'organisait, que je connaissais, a trouvé que j'avais une belle plume et elle m'a dit tu devrais écrire. Puis je dis oui, je le fais, j'ai ouvert un blog et puis je suis tranquille dans mon blog toute seule. Elle me dit mais quoi, il est pas public? Je dis non. Et elle me dit mais ouvre-le et tout. Et je lui dis mais qui pourrait bien s'intéresser à ce que je dis? Elle me dit mais en fait ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est s'il y a au moins une personne qui est touchée par ce que tu fais, ça en vaut la peine. Et ça a tout changé parce que quand j'ai ouvert le blog, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui reprenaient des liens de mes articles, des likes, des commentaires, des gens me contactaient. J'ai une amie qui m'a écrit et qui m'a dit mais tu sais, j'aurais tellement aimé lire ça quand j'étais jeune. J'ai pas eu cette chance d'avoir quelqu'un qui me parlait de ces choses-là et je lui dis c'est génial, je suis contente. Et au bout d'1 an, je suis allée en Angleterre en vacances et j'ai rencontré une femme qui est chasseur de tête et qui à la base a fait, je crois, des études d'électronique et elle est passionnée par son métier. Et je lui dis mais tu veux pas que je t'interviewe pour le blog? Je trouve ça passionnant, t'as l'air bien dans ta tête. Et quand j'ai fait cette interview, j'ai eu énormément de retours, mais j'ai aussi découvert beaucoup de choses sur moi. En fait, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé d'avoir un parcours linéaire. C'était pas grave, en fait. Tu vois, c'est un peu comme si, en m'intéressant à elle, un instant, en sortant de mes problèmes à moi, j'avais ouvert mon monde, en fait. Quelque chose s'était passé, et je m'étais donné la permission de penser à autre chose autrement, et de faire autre chose autrement. Et c'est vraiment le blogging, moi, qui a
qui a vraiment déclenché ça en moi. J'ai fait une interview, ensuite j'en ai fait 2 et j'ai vu que ça plaisait énormément et j'ai fait un point à la deuxième année. J'avais 62 pays qui étaient passés sur le blog. J'avais réussi à interviewer des journalistes, des gens à qui je n'aurais jamais pensé parler, et chacune de leurs histoires en fait m'ont nourri en fait. Et tu vois, c'est un peu comme si tu es dans une voiture et que on a obstrué les vitres latérales. Quand j'étais dans ma banque, c'était un peu ça. Je voyais pas le monde en grand. Pour réaliser que, en fait, il y a le champ des possibles. Si ça ne marche pas dans ça, ok, très bien. Ça n'a pas marché. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Déjà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Je n'ai pas fait attention aux signes de mon corps. Je n'ai pas fait attention aux remarques qu'on me faisait. Voilà, ok, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je fais un bilan de compétences. J'ai fait un point. Et le bilan de compétences m'a ouvert l'esprit. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous faisiez dans la banque? Ça aussi, ça a tout changé pour moi parce que dans un bilan de compétences, tu vois, tu fais un point sur tous tes acquis. Et là, j'ai pris conscience du fait que toutes ces années n'étaient pas perdues parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai cumulé d'expériences. Et cette expérience, je peux l'utiliser aujourd'hui dans le social media. Je dis que j'aimais beaucoup le service client. Et en tant que social media manager, on aide les entreprises à réfléchir à leur stratégie. Ce qu'on fait, c'est pour eux, tu vois. Mais quelque part, j'ai cette liberté de choisir parce que je suis à mon compte depuis janvier. J'ai ouvert ma société qui s'appelle Lucem Digital. Et en fait, je peux choisir mes clients. Je choisis mes clients. Et au-delà de clients, quand ils me sollicitent, moi aussi, je choisis. Souvent, dans le monde du travail, on nous dit, mon boss me dit, estimez-vous heureux d'avoir un travail? Non. C'est un échange. Je mets vos compétences à mon service et vous me rémunérez pour ça. C'est pas moi qui commande. Et quand je suis en face de prospects ou de clients, je me sens totalement dans cette position. C'est pas du tout pour diminuer mes clients, pas du tout. Et vraiment, j'ai ce choix et cette liberté. Et j'ai envie de dire que quand j'accepte de travailler avec quelqu'un, en fait, je choisis son projet. C'est ça, moi, qui me passionne, tu vois. Et ça me rend heureuse. Mais j'ai appris mes limites, tu vois. J'ai appris mes limites. Je sais jusqu'où je peux aller et je saurais reconnaître les signes dans lesquels je ne vais pas me sentir bien. Par exemple, quand tu finis ta formation de social media, on te dit qu'il faut chercher un stage. Et tout le monde me disait, mais va dans la banque, parce que toi, tu as déjà l'expérience. Mais surtout pas. Voilà. Tu vois? Ça, effectivement, quand on a touché le fond et qu'on a vécu des expériences comme la tienne, on sait qu'on a les signes avant-coureurs finalement de surtout ne pas appuyer sur ce bouton parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Mais moi, j'aimerais revenir justement parce que je te vois épanouie, Joël aussi acquiescée. Vous nous vendez l'entrepreneuriat en mode je vais y aller, vous êtes lumineuse là. Comment on fait la transition? Parce que tu étais quand même salariée, tu étais en arrêt maladie. Est-ce que tu avais comme ça en ambition, en objectif d'être à ton compte, ou ça s'est fait petit à petit, ou tu pensais un jour repartir dans un poste salarié, ou c'était totalement exclu dès le départ en te disant donc non, il faut que je trouve mon emploi, parce que ça fait un peu écho à souvent ce qu'on trouve en ce moment, c'est la quête de sens, parce que il y a beaucoup de personnes, j'en parle encore avec une collègue il y a pas très longtemps, qui même avec des bagages intellectuels, avec des diplômes comme pas possible, préfèrent mettre en parenthèse justement ce qu'elles ont appris au niveau académique pour faire des voyages, pour aller au bout enfin vraiment plus dans le ressenti, dans ce qui nous fait vibrer. Est-ce que toi déjà t'avais ça en toi, ça s'est un peu fait par hasard en guillemets, se retrouver comme ça à ton compte finalement? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a juste des saisons. C'était vraiment une saison parce qu'avant je ne me voyais absolument pas entrepreneur. Je ne me voyais absolument pas capable de travailler seule. J'ai toujours pensé que j'avais besoin du groupe, tu sais, d'être dans un groupe et voilà, de partager des choses, etc. Mais après l'expérience burn-out, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal avec les gens. On se demande pourquoi. Les gens, j'en peux plus. Mais en allant à la rencontre en fait des personnes que j'interviewais, j'avais beaucoup de retours sur certaines qualités qui étaient plutôt des compétences que j'avais acquises. C'est un petit peu du commercial, mais vraiment le côté relationnel ressortait énormément. Et j'ai commencé à me poser des questions sans me dire que j'allais le faire en fait. Tu vois, ça trottait un petit peu dans ma tête.
Et avec le temps, au bout de 3 ans d'arrêt, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de repartir dans le salariat. Je ne dis pas que je n'y retournerai plus. Je dis vraiment que là, je suis dans une saison de ma vie où je sais que c'est là que je dois le faire. C'est là qu'il fallait que je me lance. La question, c'était comment, tu vois. C'était vraiment comment, à quel moment, de quelle manière, dans quel métier. Et comme j'ai vraiment aimé ce que je faisais via le blog, avec les interviews, c'est presque du community management de terrain, en fait. Quand je vais dans des événements, que je fais des montages, des films, etc., des interviews, c'est vraiment comme du community management de terrain. Et moi, au départ, je voulais être rédactrice web, sauf que la rédaction web ne paye pas son homme et qu'elle était très peu connue, qu'il n'y avait pas beaucoup de formation à ce moment-là, qui me permettait d'avoir le financement de Pôle emploi, en fait. Et donc, j'ai dû trouver un métier qui rassemble un peu tout. Et le social media s'y prêtait bien parce que j'étais déjà sur les réseaux sociaux, parce que j'allais être dans du service client, mais que j'allais le faire à mon rythme et comme je voulais, en fait. Ça me laissait l'opportunité d'être à mon compte. Il s'est trouvé que j'ai fait mon stage dans une entreprise, dans le responsable était donc entrepreneur depuis déjà un moment. Il était beaucoup plus jeune que moi, j'ai 39 ans, il en a 32, il en avait 32. Et je me disais, waouh, ça fait 2 entreprises qu'il ouvre, il n'a peur de rien. Il y va, et je l'ai observé, j'ai beaucoup discuté avec lui et ça m'a beaucoup encouragée. Mais jusque-là, je n'avais pas pris ma décision. Quand j'ai eu mon diplôme en janvier, il s'est trouvé que j'ai appliqué une méthode qu'on m'avait appris en cours qui était communique sur LinkedIn. Alors j'ai fait beaucoup d'efforts et je l'ai fait. Et il y a une personne qui a rebondi sur ce que j'avais écrit et on a sympathisé. En fait, je lui ai écrit en DM, je lui ai dit écoute, j'ai vu que tu étais social media indépendant, en freelance. Ça m'intéresse un petit peu, j'aimerais bien échanger avec toi sur ton métier. Elle a été d'accord. Et on avait un rendez-vous de 30 minutes, on a fait 2 heures de communication. Et au bout des 2 heures, évidemment, je lui avais expliqué mon parcours. Elle allait sur le blog, elle m'a dit « Ça te dirait de bosser avec moi ?» Et aujourd'hui, c'est toujours ma partenaire. Voilà, elle a sa structure aussi, mais on travaille ensemble. Mais en tout cas, mes 3 premiers contrats, je les ai eus par elle, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut... je me suis donné le temps, si tu veux, de prendre la décision, en fait. Je me suis donné le temps. J'étais absolument pas dans la précipitation. C'est juste que j'ai senti qu'à ce moment-là, c'était le bon moment. Parce qu'au moment où elle me l'a proposé, j'étais pleinement disposée à entendre ce qu'elle avait à me dire. Et je lui ai dit, mais comme par où je commence? Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, on est passé par là avant toi. Et en fait, elle m'a déroulé le tapis rouge, elle m'a dit, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On s'est pris du temps et en fait, j'ai ouvert ma société toute seule chez moi le soir, 18 janvier. Et j'étais heureuse, tu vois, je l'ai fait et j'étais pleinement satisfaite. Et je savais que c'était the moment. Donc, c'est vraiment une question de saison. Peut-être que plus tard, je repartirai dans le salariat, tu vois, je ne crache pas dessus. Mais sincèrement, en ce moment, je découvre une autre vie et je n'ai pas envie de faire autre chose. D'autant plus que grâce à cela, je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. J'ai ma fille qui fait de la compète. La semaine dernière, j'étais dans le 35 pour l'accompagner. Je peux gérer mon emploi du temps. Et ça, c'est du luxe. J'avais plus de temps avec ma famille. Donc, j'ai pas envie de retourner dans le salariat tout de suite. Mais le salariat, c'est quand même, ça a aussi ses difficultés. Il faut pas qu'on fasse croire aux gens que, tu sais, c'est une sinécure tous les jours. Non. Ça demande du travail. Mais j'accepte, tu vois, que ce travail, il va se faire. Je le construis petit à petit. Je me donne le... Ouais, bon, en tout cas, vous la voyez pas, mais elle a un sourire. Elle est rayonnante. Elle est rayonnante. C'est presque énervant. Rayonnante. Faut pas regarder le replay parce que vous allez voir le sourire. Moi, j'ai envie de poser quand même la question qui pique parce que voilà, moi, j'ai parce que voilà, vous m'énerve un petit peu, Dominique, donc je rigole. Non mais comment on fait, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même un aspect financier. Ah, bon, je suis dans les finances, forcément ça me pique un petit peu parce que je pense que effectivement t'as pas eu le choix d'être 2 ans. Voilà, ton corps t'a dit stop, quand tu t'es posé, t'as pris le temps de t'écouter. C'est ça, en fait. Je pense que ce qui nous manque dans nos sociétés, c'est qu'on vit à 10 000 à l'heure, même quand ça va pas, on force, on y va. Et là, t'as pas eu le choix, tu t'es posé. Mais il y a quand même l'aspect financier. T'as pu tenir comme des années. C'est un luxe, je pense, aujourd'hui, de pouvoir se poser chez soi, avoir le temps de réfléchir sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on veut en faire, sur la direction qu'on veut prendre, parce que pour pouvoir être réceptive, finalement, à ce que tu as fait, aller ouvrir ton blog, aller
interviewer ces femmes, puis à choisir une formation. Vraiment, toutes ces étapes-là font qu'on est quand même, il y a quand même peut-être une sérénité, je pense, qu'il faut avoir au niveau financier, parce que sinon ça marche pas, entre guillemets. On va être pressé de prendre un emploi, on va dire, alimentaire, ou se forcer à repartir dans le salariat, parce que, à un moment donné, il faut pas faire chauffer la casserole, hein, parce que bon, oui, il y a la marmite plus l'expression, comme on dit. Enfin, voilà. Est-ce que tu avais quand même cette assurance-là, ou c'était un peu stressé, tu étais accompagné? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, il faut savoir que pendant un an, pendant 17 mois à peu près, je percevais mon salaire pendant un certain temps. Et c'est vrai que au bout d'un moment, la sécurité sociale vous dit bon, ça suffit, on ne vous paiera plus, débrouillez-vous avec votre entreprise. Et que je savais pertinemment que de mon entreprise, je n'aurais rien parce qu'il me l'avait dit. Il m'avait dit oubliez la rupture conventionnelle, hein, voilà. En gros, démissionner. C'était un peu démissionner s'il le faut. Et il était hors de question pour moi de démissionner. Donc ça a forcément été plus compliqué au bout d'un certain temps. Mais disons que on est deux. J'ai la chance d'être en couple. Pour les personnes qui sont seules, c'est forcément plus difficile. Nous, on est deux. Déjà, ça aide et ça demande c'est pour ça que ça impacte énormément le couple parce que ça demande de beaucoup communiquer et ça demande aussi d'être en accord sur le fait qu'à certains moments on mangera des pâtes et pas l'entrecôte. Voilà. Mais je ne le regrette pas parce que tu sais quoi. Au final, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que la sécurité sociale a fini par statuer sur le fait que mon état de santé avait bel et bien été généré par mon employeur et été rémunéré, un peu comme si j'avais fait une rupture conventionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a eu, facile 5 mois vraiment difficiles. Mais quand c'est vrai, quand mon conjoint a vu le bien que ça m'avait fait, quand il a vu, il a vu l'évolution. C'était presque entendu qu'on allait souffrir un coup et qu'au terme de ça, voilà, il en sortirait quelque chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la procédure de maladie professionnelle, parce que moi c'était plus ce cas-là, puisque ce n'est pas reconnu encore une fois, mais c'était une procédure quand même de maladie professionnelle. Il y a un comité, c'est un peu opaque. Il y a un comité qui te suit, mais tu ne leur parles pas, tu ne les connais pas, tu n'as pas de numéro. Tu as juste un inspecteur qui peut débarquer chez toi, et ça a été mon cas, pour vérifier que tu vas bien, enfin que tu ne mens pas, que voilà, et prendre aussi un procès verbal. Tu fais une déclaration avec un procès verbal, et de la même manière, moi je sais que mon manager a été entendu. Et donc tu avances un peu à l'aveugle. Parce que tu reçois des courriers une fois tous les 6 mois, mais quand tu en reçois un, c'est une convoque, c'est le psychiatre à aller voir. Et moi, je me souviens qu'à mon dernier rendez-vous, notamment, le psychiatre m'a demandé qu'est-ce que j'attendais de cette procédure. Et c'était génial qu'il m'ait posé la question parce que moi, j'attendais qu'une seule chose. J'attendais même pas les finances, je pensais même pas qu'on me rémunérerait. J'attendais de la reconnaissance. J'attendais qu'on reconnaisse que ce par quoi j'étais passée était dû à mon expérience dans cette entreprise. C'est tout. Et ça, c'était plus important pour moi que tout. Parce qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de salariés qui, comme moi, vont voir leur état reconnu, je me dis qu'on va peut-être pouvoir faire bouger les lignes. Effectivement. On va peut-être faire bouger les lignes, on va peut-être investir un peu plus dans la prévention. Parce que s'il y a de la prévention, on évite tout ça. Perte de temps, perte d'argent pour l'entreprise. Quel dommage. Franchement. Ça c'était le plus important pour moi. Alors oui, financièrement ça a été difficile par moments, même très difficile, mais moi j'ai la chance d'être en couple, donc j'avais un appui aussi, tu vois. C'est pas comme si j'étais seule, mais pour les personnes qui sont seules, je peux tout à fait comprendre qu'elles s'empressent de reprendre un autre CDI. Le vrai problème, c'est seront-elles en état, seront-elles productives dans ce nouvel emploi si elles n'ont pas fait le deuil de ce qui s'est passé avant, si elles ne sont pas guéries. Le risque, c'est de refaire exactement la même chose. Et il y a des aides qui existent. Il y a des assistants, il y a plein d'assistants sociaux qui font bien leur travail. Et si on est bien accompagné, ce qui a été mon cas encore une fois, il y a des aides. On trouve toujours un moyen. Voilà, c'est difficile, mais pas impossible. Oui, bien sûr. C'est pas de dire qu'il faut forcément être à son compte après un burn-out. C'est plus, il faut trouver sa voie et puis travailler en accord avec ses valeurs. Voilà. Même si on repart dans un emploi salarié,
si cet emploi correspond à la personnalité, à la femme que vous êtes ou à l'homme, mais et que ça vient pas entrechoquer vos valeurs et ça vient pas les percuter, et que l'environnement est bienveillant, parce que là, ce que tu nous décrivais, c'est un environnement aussi qui était un peu malveillant, hein. Donc et heureusement que je n'ai pas tout dit parce que donc là, il y avait plusieurs problèmes en un là. Donc oui, et franchement merci, parce que ton expérience est vraiment très 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 parlante, et en plus ce qui est bien, c'est que tu te rappelles vraiment tous les détails, et je pense que les personnes qui nous ont écoutés, j'espère que si elles se reconnaissent, vont pouvoir ne pas aller jusqu'où tu es allé, et même si ton expérience leur sert, mais qu'elles pourront s'arrêter avant, et surtout, comme tu dis, l'entourage qui parle, qui sont de l'extérieur, ils nous voient, ils voient ce qui se passe, alors que en fait dans le jus, t'es dans le truc, tu peux pas voir. Donc écoutez votre entourage aussi, et franchement merci Dominique. Merci. On aurait pu retenir des heures, parce que c'est vraiment une expérience très riche. Et j'en ris aujourd'hui parce qu'ils m'ont aidé en fait. Si ça m'était pas arrivé, j'aurais pas créé l'UCM Digital, j'aurais pas fait le blog, je serais même pas avec vous aujourd'hui, tu vois. C'est ça, ouais. Non mais allez la voir, hein. Franchement, le sourire là, ça donne envie pas de faire un burn-out, mais ça donne envie de trouver ce pourquoi on est fait, en tout cas, et de rentrer dans la saison. Ça, c'était trop bien ce que tu as dit sur les saisons. C'est que tu as accepté que tu es dans une saison. Ça définit pas toute ta vie, mais tu as accepté la saison dans laquelle tu te trouves, et tu la vis à fond, quoi. Pleinement. Franchement, c'est top. C'est pas super le dernier mot, mais moi, en tout cas... Dernier mot, j'ai envie de dire encore une fois de plus, c'est une émission inspirante. On le dit à chaque fois, c'est inspirant. Ouais, c'est tellement vrai, parce que mettre en lumière comme ça des parcours de vie, des expériences qui au départ étaient douloureux, finalement, on a toujours ce filigrane, nous, à chaque fois, c'est le positif, tirer du positif de tout ça, et on a encore la preuve une fois de plus aujourd'hui. Donc Dominique, vraiment merci infiniment d'avoir accepté de nous partager ton expérience, ton parcours et tout ce que tu as vécu, parce que on sait que c'était difficile. Aujourd'hui, ça va mieux, beaucoup mieux, on le sait, on le voit. Ah oui, ça se voit. C'est tellement beau. Et n'oubliez pas qu'on mettra à chaque fois les liens, le replay, tous les liens, médias, réseaux sociaux, également du blog. J'étais faire un tour sur ton blog justement qui est très bien écrit. Je confirme que t'es une belle plume. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son blog Afroféminina, si je me trompe pas. C'est bien cela? C'est ça. Afroféminine. Qui est vraiment très bien écrit, qui met en lumière vraiment des femmes, vraiment avec des interviews vraiment intéressantes. Et en tout cas, moi, j'ai pas le mot de la fin, c'est toujours pour l'inviter comme à chaque fois. Mais j'ai eu juste envie de faire une petite parenthèse, parce que je sais qu'elle m'écoute probablement. J'ai une très bonne amie qui est justement dans une phase assez difficile de sa vie, qui se cherche, qui a, je pense, besoin d'entendre ce genre de témoignages, et de lui dire de rien lâcher, parce que on peut trouver sa voie, on peut trouver une manière de rebondir dans la vie, même quand c'est difficile, même quand on a l'impression que les nuages sont gris et que derrière il n'y a que la pluie, mais en fait non, il y a aussi le soleil. Donc ne lâche pas, si tu m'écoutes, tu reconnaîtras. Donc je vais laisser Dominique, si tu es d'accord, je vais laisser les derniers mots, les mots de la fin pour rendre l'antenne ce dimanche. Le mot de la fin, déjà, merci à vous, Perle et Joël et Linda qui n'est pas là, de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'avoir pu partager mon expérience avec vous, parce que pendant longtemps, j'en ai eu honte. Quand on a le burn-out, c'est un peu le chapeau de la honte. On a l'impression même dans la rue que les gens le voient sur notre visage. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui passent par là que c'est une saison, et qu'en fait, il faut tenir bon. En fait, remporter la victoire, c'est pas forcément avoir une promotion ou être mieux reconnu dans cet emploi ou dans ce dans quoi on est en douleur. Remporter la victoire, c'est aller mieux en fait. C'est dépasser l'obstacle en fait. C'est à vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Voilà. Donc, accrochez-vous, continuez, persistez. Si vous tombez, vous vous relevez. On peut perdre une bataille, c'est pas pour autant qu'on a perdu la guerre. Donc, continuez. Ce sera comme ça tout le temps dans la vie. Alors, faut pas lâcher. C'est beau, la vie. Ah là là. Moi, je ne rajoute rien derrière ça. Je ne veux même pas gâcher cette phrase. C'était tellement parfait. Tu as coupé tout. Ça.
Voilà qui est dit, donc on va pouvoir rendre l'antenne après cette belle émission qui a été tellement émouvante, tellement inspirante, une fois de plus. On vous remercie d'avoir été nombreuses, hein. On a vu des comptes aujourd'hui. Dominique, t'as fait un tabac. Ouais. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, d'avoir été parmi nous donc ce dimanche. Donc on vous dit très bon dimanche, très bon début de semaine, voilà, qui va commencer la semaine prochaine. On vous dit à très bientôt sur The Focus, qui est donc le média web qui est dédié à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Bon dimanche à tous et à toutes. Bon dimanche. Bon dimanche.